Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence intitulée « Un mariage épanoui, naturel ou le fruit d'un travail ». C'est la question à laquelle on va répondre tout au long de la journée aujourd'hui. Naturel ou le fruit d'un travail. Jerry et moi, nous sommes très heureux d'être ici parmi vous. Nous sommes contents d'avoir fait ce trajet-là, ce beau trajet-là en montant la côte et en voyant l'océan. C'est vraiment fantastique. Et vraiment, nous voulons... pourquoi on a fait ça? C'est parce que nous voulons vraiment être une source d'encouragement pour vous. On sait que le couple, le mariage est vraiment en attaque, attaqué par le monde, par le malin. Et nous voulons vraiment être une source d'encouragement pour vous. Comme Jean-Pascal, il a volé ce que j'étais supposée dire, mais il a dit par rapport à l'équipe qui prie pour nous. Nous avons au moins une centaine de personnes qui prient pour nous, qui sont de partout en Amérique du Nord. Il y en a même qui sont en Israël, en France présentement, et qui prient pour nous. Et donc, on aimerait ça juste courber nos têtes pour les rejoindre, parce qu'ils ont notre horaire, ils savent qu'on est à Bécomo en fin de semaine, et qu'on a cette conférence. Donc, on aimerait se rejoindre eux, prier ensemble avec vous. OK? Bon Père Céleste, on vient devant toi. On a des occupations, des préoccupations peut-être dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous aider à mettre toutes ces choses-là de côté pour la journée. Vraiment qu'on puisse se concentrer sur toi, sur qu'est-ce que tu veux nous apprendre à travers cette journée. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce pour Jerry et moi, pour qu'on soit en santé, puis qu'on puisse vraiment bien communiquer les vérités que nous avons à communiquer et que ça puisse être bien saisi par des personnes ici. Merci Seigneur pour tes bontés, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Que tu sois béni, glorifié à travers cette journée, à travers nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais dire à chacun ce matin, c'est félicitations. Hey, ça se prend bien, hein? Partir du bon pied, là. Félicitations. Félicitations, premièrement, pour votre présence ici ce matin. Votre présence démontre, comme Jean-Pascal a dit, que vous êtes intéressé à investir dans votre couple, à peaufiner des choses, à travailler sur la qualité de votre couple. Félicitations. On est très au courant qu'il y a 100 places où vous aurez pu être aujourd'hui, à faire des rénovations, travailler sur le terrain, être avec des petits-enfants, des grands-parents, plein de choses qu'on aurait pu faire. Mais vous avez choisi de venir ici et moi je vous dis félicitations pour cela. Il y a un gars assis dans la dernière rangée que ce matin à la table de déjeuner, sa femme lui a dit « Hey chérie, veux-tu aller magasiner pour une nouvelle voiture aujourd'hui? » Il a dit « OK. » Puis vous avez embarqué dans la voiture, elle a pris le volant, elle a tourné à gauche, à droite, puis toi, tu as abouti ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Peu importe comment vous êtes venu, là. Jerry dit toujours ça comme en blague, mais on avait rencontré un couple à un moment donné, pas de face, là, qu'elle a dit pour notre anniversaire de mariage, on va aller à tel hôtel. Elle a booké l'hôtel et tout ça, ils se sont rendus là. En rentrant, ils voient une grosse pancarte pour une conférence sur le mariage, puis il regarde sa femme, il dit OK, tu nous as inscrits pour ça, là? Puis donc là, ben, ça a bien été, là, la conférence, ça, mais il s'en attendait pas. Au bout d'une cinquantaine de conférences où j'ai fait la blague chaque fois, on a finalement réalisé que ça arrive des fois, là. Ouais. Je continue avec la blague. Félicitations, deuxièmement, parce que en venant ici, ce matin, vous avez fracassé un mythe. Un mythe qui est très populaire, très répandu, qui dit qu'on vient à une conférence sur le mariage seulement si notre couple est en difficulté. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Ça, c'est de la chenoute. Okay? Vous avez mon québécois? Ça, c'est de la chenoute. Ça n'a pas de sens, ça, là. Si on va à une conférence sur les finances pour savoir comment mieux investir notre argent, est-ce que ça veut dire qu'on est un tata financier? Là? Pas nécessairement. Ça veut dire qu'on veut apprendre. Mais c'est la même chose avec le mariage. On n'a pas besoin d'être en difficulté pour venir. On veut peaufiner les choses. Peu importe l'état de votre mariage aujourd'hui, que vous avez éprouvé des difficultés, que on tourne en ronde un petit peu, là, on fait du surplace, ou que vous allez bien, tout le monde a besoin d'un encouragement.
dans ce domaine-là. OK? Il y en a beaucoup qui disent, ah, ça va bien, je n'ai pas besoin de ça. Il y avait une église dans la région de Laval qui ont fait une publicité pour notre conférence. Je l'aimais, là, j'ai le poster à la maison. C'est marqué « La conférence pour ceux qui n'en ont pas besoin de conférence ». Ça, c'était bon. Ah, j'ai pas besoin de ça. Ah, on a une conférence pour vous. Excuse-moi, parce que tu vas avoir une étape dans l'affaire si tu n'enlèves pas ton nom. Oh non, ça va. Ok, je savais pas c'était quoi. Fait que félicitations pour votre présence ici aujourd'hui. Okay. Bravo. Okay. Moi, je savais ça de quoi tu parlais, là, donc c'est planifié. Okay. Donc là, on est correct. Il y a beaucoup de choses planifiées. Moi, je pensais que tu parlais d'autres choses. C'est correct, OK. Donc, dans notre temps ensemble aujourd'hui, vous allez entendre certaines choses que vous avez probablement déjà entendues. Ces choses-là vont être un rappel pour vous, d'accord? Mais en même temps, vous allez entendre d'autres choses que probablement vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là, OK? Ça va être vraiment du nouveau, parce qu'après 28 ans de mariage, on avait appris ces choses-là, puis on a dit, « Wow, on n'avait jamais entendu parler de ça. » Donc, ce serait vraiment des choses qui sont nouveaux. Donc, on va tester cette théorie immédiatement avec nos premiers principes, qu'on appelle des principes fondamentaux. Je savais que ça allait arriver, là. D'après moi, je l'ai laissé trop longtemps, là. Je le ferme, puis je le loue. Merci beaucoup. 6 principes fondamentaux pour introduire notre contenu aujourd'hui. Donc, on est en train de poser la fondation présentement. Les gars, j'ai une confession à faire. Je suis zéro manuel. Je veux dire zéro, OK? J'ai fait une carrière dans la vie, OK? Avec ma bouche, en parlant, puis un gars de relation. OK? Mais manuel, j'ai 10 pouces. OK? Si le voisin vient chez nous, et ça est arrivé, il a dit, j'aimerais emprunter des outils. J'ai dit, veux-tu avoir le marteau ou le tournevis? Ça finit là. Pas capable de le cogner ou le visser, là, ça finit là. Mais, je sais assez dans la vie que pour avoir un bâtiment solide, ça prend une fondation solide, n'est-ce pas? Quelqu'un de beaucoup plus sage que moi a dit ça il y a 2000 ans. Jésus a dit, le sage sur le roc a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Donc, on va poser la fondation pour le restant de la journée avec le premier de 6 principes. Le premier principe, c'est... Donc, premièrement, on veut vous dire, c'est afin d'améliorer la qualité de votre mariage, il faut changer soi-même. Ça, c'est dans vos notes. Donc là, il y a un petit espace que vous pouvez remplir. Donc, afin d'améliorer votre mariage, il faut changer soi-même. Il faut changer soi-même. Intéressant, n'est-ce pas? Une bonne place pour commencer. Vous savez, quand les choses vont mal dans un couple, quand il y a des tensions, la tendance universelle, c'est de vouloir surveiller l'autre, de vouloir blâmer l'autre et surtout de vouloir changer l'autre. C'est la tendance universelle. Cathy et moi, nous faisons la relation d'aide chez nous, dans notre maison, 2 soirs par semaine. Les couples arrivent chez nous vraiment maganés. OK? En quittant la voiture, en marchant sur le trottoir, on voit les épaules baissées, pas de sourire sur le visage. Ils sont dans leur dernière mille. Ils arrivent chez nous. Il n'y a personne qui vient chez nous pour dire « Hey, ça va bien! » Okay? Ils viennent toujours parce que ça va mal. Et ils s'assoient sur notre divan, un à un bout, l'autre à l'autre bout de notre divan. Tout le temps là. Je pourrais quasiment conduire une voiture entre les deux. Ils s'assoient loin l'un de l'autre là. Puis on ressent la tension dans le couple, là, puis on essaie de briser la glace un petit peu là, avec une simple question. On leur demande au début, d'après vous, qu'est-ce qui semble être le problème dans votre couple présentement? Et 99,99% du temps, ils répondent à cette simple question en disant c'est là. Et c'est faux. C'est complètement faux. Si on veut changer la qualité de notre mariage, il faut changer soi-même. Et j'ai dit que c'est un principe universel.
Si on veut changer la qualité de notre Église, il faut changer soi-même, pas chialer, puis ensuite changer d'Église. Si on veut améliorer la qualité, la performance de notre entreprise, il faut changer soi-même. De notre équipe de football, il faut changer soi-même. On change des choses en changeant soi-même. Donc, au début de la journée, mettez votre focus sur toi-même aujourd'hui. En tant que chrétiens évangéliques, nous avons tous appris à maîtriser l'art d'écouter pour l'autre. On écoute des prédications comme « Oh, ça c'est bon pour mon beau-frère. Oh, je devrais dire ça à mon voisin. Oh, ça, OK. » C'est souvent comme ça. Il faut écouter pour soi-même. OK? Donc, au début de la journée, on vous dit ça. Maintenant, peu importe où on aurait trouvé ce principe-là, ça serait vrai, n'est-ce pas? Mais on peut vous dire que ça, ce n'est pas juste des mots qui sont écrits sur un écran, qu'on a trouvé dans un livre, en quelque part. Au contraire, s'il y a quelqu'un dans cette pièce ce matin qui sait que cela est vrai, c'est bien moi. En 2008, Cathy et moi, nous sommes allés en thérapie pour notre propre couple. On était en grande difficulté, on était sur le point de se divorcer. On va vous raconter cette histoire dans quelques instants. Et on est allé en thérapie pour une semaine intensive en Ontario. Et moi, je suis arrivé pour cette séance de thérapie avec 5 pages de notes écrites à la main, avec des accusations contre Cathy, avec tous ses manquements, toutes ses faiblesses, écrit comme un avocat. C'était tout écrit là, OK? Le 10 décembre 2007, 4h30. J'arrive du travail, elle me dit pas bonjour. C'est tout écrit là. Elle a demandé son chèque de paye. J'ai tout ça, OK? J'ai mes feuilles sur mes jambes. Je suis prêt à commencer. Je vais clouer ses fesses au mur et montrer au couple de conseiller que c'est elle le problème dans le couple. Bring it on. Je suis prêt. On commence lundi matin à 9h avec une prière et à 9h02, ils ont débuté notre semaine en disant You change your marriage by changing yourself. Okay. Si tu veux changer ton mariage, il faut changer soi-même. Que chacun enlève ses yeux sur l'autre personne puis regarde en dedans de toi. Subtilement, j'ai mis mes feuilles. Et ces feuilles n'ont jamais ressorti de la semaine. En effet, je les ai brûlées mardi avec d'autres choses parce qu'au début de notre semaine, le Saint-Esprit nous a dit, si tu veux changer ou améliorer la qualité de votre mariage, il faut changer soi-même. Ça va? Oui. Principe numéro 2. Deuxièmement, c'est pour avoir un mariage épanoui, les deux époux doivent investir temps et effort. Et quand on veut dire investir, je vais juste répéter le principe. Pour avoir un mariage épanoui, les deux époux doivent investir temps et effort. Investir veut dire y travailler. Et malheureusement, souvent dans la vie ou surtout dans le mariage, les couples vont dire « Je ne veux pas travailler sur mon mariage ». Nous avons, quand nous sommes revenus de notre thérapie, oui, c'est ça. On veut travailler souvent sur beaucoup de choses. On veut travailler sur les rénovations à la maison, sur notre portfolio financier, sur notre conditionnement physique. Si tu es comme Jerry, tu veux travailler sur ton élan de golf. C'est bien ça? Manuel un peu quand même. OK. C'est un stretch, là, mais en tout cas, mettons, c'est ça. Donc, c'est ça, les gens veulent travailler sur beaucoup de choses, ils mettent le focus sur ces choses-là. Quand on est revenu de notre thérapie, une de nos très bonnes amies, elle a dit, Elisabeth, elle a dit, moi, là, elle a quasiment piqué un fit, là, une crise, en disant, moi, là, je travaille 40 heures par semaine. Je ne veux pas être obligée de travailler sur mon mariage. Elle dit, moi, je veux que ça soit naturel, que ça soit smooth, que ça soit comme un bon paire de pantoufles confortable, que je n'ai pas besoin, tu sais, je suis à l'aise et naturel. Moi, j'ai dit, Elisabeth, ça, c'est un mythe. Ça, c'est un mythe qui vient de Hollywood, que c'est naturel et c'est facile. À Hollywood, dans les films, ça finit toujours bien avec un beau coucher de soleil, n'est-ce pas? Je lui ai dit,
Elizabeth? On sait tous qu'à Hollywood, 95% des personnes sont divorcées. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un mythe. Et Elizabeth, comment ça pourrait être naturel qu'un mariage fonctionne, s'épanouit naturellement? On prend deux personnes de deux familles différentes, de deux arrière-plans différents, avec deux systèmes d'éducation différents, avec deux systèmes de valeurs différents, deux personnes avec des personnalités différentes, deux pécheurs, deux personnes égoïstes. On met ça ensemble, elle met une robe blanche, lui il met un tuxedo, on les amène en avant de l'église, on dit que Dieu vous bénisse, soyez heureux, partez en paix. Ben non, il n'y a rien de naturel là-dedans. Rien de naturel là-dedans, c'est du travail. Au contraire, savez-vous ce qui arrive naturellement dans la vie? Naturellement dans la vie, là, avec le temps, avec les années, avec les préoccupations, avec les enfants, avec toutes les influences anti-mariage dans notre société, avec le temps, naturellement, on va s'éloigner l'un de l'autre, naturellement, ça ne prend aucun travail. C'est comme une barque qui s'éloigne du quai, là, tout naturellement. Si on veut contrarier cet effet, il faut investir temps et effort, il faut être intentionnel à travailler. C'est drôle, c'est un principe qu'on écrit depuis, on a commencé des conférences il y a 4 ans, on parle de ça, et de temps en temps, le Seigneur nous amène une illustration sur Internet ou n'importe quoi pour appuyer ce qu'on a dit. Et dans les derniers mois, j'ai entendu une expérience qui a été faite qui prouve exactement ce qu'on vient de dire à partir de la nature. Ils ont fait une expérience sur la côte de l'île du Prince-Édouard. On a pris 2 boîtes en métal, 2 canisters en métal, puis on a écrit à l'intérieur, si vous trouvez cette boîte, contactez-nous à telle coordonnée. Là, on les a placés, on les a échappés dans l'océan Atlantique et on a décidé de laisser les courants de l'océan les pousser naturellement. On les a déposés et savez-vous ce qui est arrivé? Plusieurs mois plus tard, on en a trouvé un à côté de l'Afrique du Sud et l'autre à côté de Costa Rica. Si vous n'êtes pas fort en géographie, ok, ça c'est très loin l'un de l'autre. Naturellement, les courants les ont poussés comme ça. Et c'est une belle illustration. Naturellement, les courants de la vie poussent des épouses à s'éloigner. Et si on veut contrarier ça, il faut y travailler intentionnellement. Donc, s'il y a quelqu'un qui est rentré ici ce matin, voyant ce même mythe que notre chère amie Elizabeth, que c'est naturel. Vous êtes tous capables de lire ça? Qu'est-ce que ça dit? Que c'est facile. Là, mon ami, là, OK? C'est ça qu'on fait, là. Regarde, il y avait un note là-dedans pour vous, là. Regarde, qu'est-ce que ça dit? Dis ça fort. C'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Un mariage qui s'épanouit, c'est du travail qu'on investit avec temps et effort. Merci. Numéro 3. Numéro 3, c'est le principe que le pardon est un élément clé de chaque mariage épanoui. OK? Le pardon est un élément clé de chaque mariage épanoui. Voici une déclaration renversante, mais qui est d'une triste réalité. Mais plusieurs sont étonnés par cette vérité que je vais dire. Les personnes qu'on va blesser le plus dans la vie sont les personnes qui sont les plus proches de nous. Oh, oui, j'en reviens pas. Il y a des personnes qui sont comme ah, et pourtant, pensez-y, là. Est-ce que vous voulez prouver ça rapidement ce matin? On va faire un petit sondage, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présentement qui est en tension, en chicane, avec la madame qui vend des pantalons chez Walmart ou avec le petit gars qui vend des journaux au dépanneur? Personne. Parce que vous n'avez pas de relation avec eux. Vous rentrez là, puis vous dites 32 détails, donne-moi le journal, puis ça finit là. Mais les personnes qui sont les plus proches de nous, c'est les personnes qu'on blesse le plus souvent. Et dans une relation qui est vécue à proximité, très intensément, avec des personnes avec des personnalités différentes et des opinions fortes,
c'est inévitable qu'on va s'offenser, on va se blesser, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le pardon est un élément clé dans chaque mariage épanoui. Demain matin, ici même, lors de la prédication, je vais parler de ce sujet en long et en large. Donc, on ne va pas trop en parler ce matin parce que c'est ce qu'on va dire demain matin. Mais moi, je peux vous dire que dans notre pays, à toutes les semaines, dans les bureaux d'avocats, de notaires, de juges, il y a des divorces qui sont prononcés à toutes les semaines. Et peu importe ce qui est arrivé là, dans la relation, savez-vous ce qu'on écrit en bas de la page comme étant la raison pour le divorce? On écrit la même phrase. Différence irréconciliable. Peu importe ce qui est arrivé, on écrit différence irréconciliable. Et savez-vous quoi? C'est un mensonge. Moi, je crois que la raison numéro 1 pour les divorces, c'est un manque de pardon. On ne sait pas comment pardonner. Parce qu'on va s'offenser, on va se blesser, et donc il faut savoir comment pardonner aussi. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu dit, « Pardonnez-vous réciproquement. Si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Ça, c'est le verset que je lis dans chaque cérémonie de mariage que j'ai célébrée dans ma carrière pastorale. Je demande au couple, je veux lire Colossiens 3,13. Je trouve que ça décrit parfaitement la relation de mariage. Si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il y a des jeunes couples qui viennent nous voir pour des cours de préparation au mariage. Puis je leur demande, lors de la 3e session ensemble, racontez pour nous un incident dans vos fréquentations où vous avez eu une tension. C'était quoi le sujet de la tension et comment vous avez géré ça, comment vous avez réglé ça? Et souvent, quand on pose cette question, les couples nous regardent, ils regardent l'un et l'autre en battant des yeux. Là, ils nous regardent, et là, ils répondent dans une voix presque angélique. Là. Nous autres, on ne se chicane pas. Puis moi, je dis, mais dans ce cas-là, moi, je ne vous marie pas. Ça, parce que vous allez vous chicaner, et si vous ne savez pas comment gérer ça, comment régler ça, comment passer au travers, vous allez être en grande difficulté. Puis ça, c'est la réponse politically correct, hein, qu'ils nous donnent. Là. Ils sont en présence d'une couple pastorale, les autres, on ne se chicane pas. Mais quand j'explique ça, là, que c'est inévitable, puis il faut savoir. Oh, mais il y avait cette fois dans le magasin de peinture, là. Je me souviens à Noël, là, chez tes parents. Oui, puis en revenant de l'église, l'autre fois, là, ils trouvent toutes sortes d'incidents, là. Mais au début, c'est, non, nous autres, on ne se chicane pas. Il faut savoir pardonner. Demain, on va en parler en long et en large. Tout ce qu'on peut vous dire, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, tout ce qu'on va vous expliquer dans la conférence aujourd'hui, rien de ça aurait été possible sans qu'on débute notre semaine le mardi par un processus de pardon qui était très profond, que je vais expliquer demain matin. Mais il faut commencer là, OK? Et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser au sein du mariage. Donc, on parle d'un pardon qui est, je ne sais pas si c'est écrit là-dessus. Non, je ne pense pas. Non? OK. Donc, un pardon qui est complet, qui est continuel et qui est sincère, je vais l'expliquer demain matin. Principe numéro 4. OK. Non. Je voulais juste dire aussi qu'il y avait une couple dans notre église que quand on est revenu de notre thérapie, on a essayé de les aider, les encourager dans les difficultés qu'ils vivaient. À un moment donné, ils se sont séparés, puis même physiquement, là, lui il a déménagé de la maison. Il y a juste à peu près 1 an environ, après 4 ans d'être séparés, là, le couple, à cause qu'elle a décidé de pardonner à son mari, ils étaient capables de se réconcilier par la suite. Mais sans le pardon, c'est vraiment l'outil numéro 1 de base qu'il faut régler. Ensuite, le principe numéro 4, c'est que le mariage égale nous et non pas 2 moi.
OK? Et ce qu'on veut dire par ça, c'est que de nos jours, on entend de plus en plus ma maison, mon fils, ma fille, mon compte de banque. Et ça, on entend ça des gens qui sont mariés. Et on doit vraiment, en tout cas peut-être, oui, c'est ça, c'est un langage vraiment individualiste. Et je trouve personnellement que c'est une petite fissure des fois qu'on a dans notre langage qui rend possible des fois une fissure s'élargisse et que ça cause plus de problèmes. Donc on doit vraiment s'efforcer pour changer ce programme-là. Même dernièrement, on a rencontré un couple à notre dernière conférence, il y a 2 semaines, puis la madame a parlé de ça, a parlé de ma fille, son mari était à côté. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas sa fille à lui, c'est juste, tu sais, ça indique aussi que ça peut être une famille, on n'est pas les parents des mêmes enfants, des familles reconstituées, un remariage. Mais quand je posais la question, elle dit, mais non, on est les parents, les 2 mêmes parents, donc ça n'a pas de confusion. C'est une autre raison pourquoi on peut changer cette recette-là. Moi, je veux blâmer les Québécois pendant quelques secondes, OK? Je vous aime beaucoup, là, OK? Ça fait 30 quelques années qu'on est ici, là. Mais moi, j'en reviens pas comment, en français, on entend ça de plus en plus, là, OK? Mon fils, ma fille, ma voiture, tout ça, là. On était invités dernièrement par un couple de notre église pour un dîner après le culte. On fait le 5 minutes de voiture de la chapelle à chez eux. Ils nous accueillent avec un beau sourire pour le dîner. Puis on rentre, puis ils sont là, un à côté de l'autre. Puis la madame a dit « Bienvenue dans ma maison ». Moi, j'ai dit « T'habites pas ici, toi? » C'est subtil, mais ça révèle beaucoup d'un langage individualiste. À un moment donné, on est allé au camp des boulots pour 1 semaine, une conférence d'1 semaine sur le mariage. Lundi au vendredi avec des ateliers, c'était une semaine merveilleuse. Puis avant d'y arriver, le responsable, il m'avait contacté par téléphone, puis il a dit « Combien que vous chargez? » Là, j'ai dit « Nous autres, on ne charge pas, on marche par la foi, puis ce que vous voulez, mais donne-moi un indice pour votre honoraire. » J'ai dit « Non, n'importe quoi. » Là. En tout cas, là, il a dit un chiffre, j'ai dit « C'est parfait. » Non, on s'est rendu là. Puis toute la semaine, tout le lundi, j'entendais des gens dire « Mon, ma, tout ça là. » J'ai dit « Un instant. » Je suis allé voir le responsable et j'ai dit, change d'idée là, pour l'honoraire. Il a dit, ah oui? J'ai dit, oui. J'ai dit, on va mettre un pot dans le coin, là, OK? Puis chaque fois que j'entends un couple marié dire, mon, ma, on met 2 piastres là-dedans. Là. Ça va être notre honoraire. Wow! Tching, Cathy, on s'en va en vacances, là. Incroyable. C'est subtil, mais ça révèle une attitude individualiste. Et il faut vraiment changer ce programme, cette mentalité-là. Parce que les gens se marient aujourd'hui, OK? Puis ils pensent que la vie va continuer exactement comme ça a été auparavant, avec toutes les activités, toutes les mêmes choses, sauf que je vais rajouter un époux, une épouse, puis on va avoir du sexe légitime maintenant. C'est ça la vision là, de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Le mariage, ça change une existence. On dit souvent, oh, avoir un enfant, ça change la vie. Moi, je trouve que pas tant que ça, c'est le mariage qui change. C'est complètement un changement de mariage. Il y a un jeune couple là, qui est venu chez nous, élevé dans les familles chrétiennes. Toutes les deux, gradués d'école biblique, tous les deux. Ils étaient mariés 15 mois. Ils étaient sur le point de se séparer. Ils sont venus chez nous, et j'ai dit, c'est pas le problème. En tout cas, là, elle pleurait, là, puis elle dit, il semble pas comprendre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il comprend pas? Mais tous les vendredis soirs et tous les samedis, il est installé dans le salon avec tous ses chums, puis il joue au Xbox de 7h à 2h du matin pendant que je pleure dans l'autre chambre. Je me suis allé sur la bout de ma chaise, puis j'ai dit, es-tu sérieux? Ouais. Il a dit, oui, c'est quoi le problème? J'ai dit, le problème, c'est que ça, c'est un comportement de célibataire. Ça n'a aucune place dans le mariage, là. Il était comme, ah, ouais. C'était comme une révélation totale pour lui, là. Wow! Nous, notre fils, notre maison, notre voiture, notre argent,
La seule exception chez nous, là, la seule exception, c'est son chien. OK? Toutes les autres choses, OK? C'est nous. Oui? Son chien lui vous aussi. Non? Je m'en occupe pas. C'est le chien de notre fille, là, puis on vient de s'en débarrasser. Donc, là, c'est fini. C'est impossible qu'un mariage peut fonctionner d'une façon efficace avec une mentalité individualiste. Il faut bâtir une vie à deux, avec une complicité, avec une unité. OK? C'est les couples Kramer, puis c'est nous. Et on veut faire un avertissement à ce point-ci, qu'il y a des personnes qui sont dangereuses à votre mariage, à votre union. Et des fois, ces personnes-là, tu t'en attends pas. Dans mon cas, c'était mon père. OK? C'était mon père qui pensait que moi, j'étais la meilleure. OK? Mais, Jerry, vous allez entendre peut-être un petit peu demain dans le sujet du pardon, mais c'est ça, mon père était très critiqueux par rapport à Jerry. Et des fois, quand on vit des difficultés dans un mariage, on n'a vraiment pas besoin qu'une autre personne, une tierce personne, nous nourrisse avec des pensées négatives par rapport à cette personne-là. J'ai assez merci à régler avec le Seigneur les choses qui arrivent dans ma tête de négatif par rapport à mon mari. Je n'ai pas besoin de d'autres personnes là, qui m'encouragent, me découragent dans le fond dans mon mariage. Et là, cette personne-là, ça peut être un co-ouvrier, ça peut être n'importe qui. Mais donc là, vous avez besoin de vous entourer des personnes qui sont pour vous, OK, et non seulement pour toi. OK? Très important. La raison que ces personnes sont dangereuses, c'est qu'elles sont pour toi, mais elles ne sont pas pour vous. Il faut s'entourer avec des personnes qui sont pour vous et pour le mariage. OK? C'est très important. Quand un couple vient chez nous en thérapie, on leur dit dans les 5 premières minutes, on est pour vous. On est pour vous. OK? Depuis des mois, ils ont parlé autour d'eux, là, puis ils ont raconté leur façon de voir, puis les gens sont pour lui ou pour elle, mais ils ne sont pas pour le couple. Il faut s'entourer avec des gens qui sont pour vous. Il y a un pasteur aux États-Unis, Ted Cunningham, qui a dit « Chaque couple est un duo, okay, qui a besoin de chanteurs en arrière pour les appuyer. Okay? Ça marche mieux en anglais. C'est « Every couple is a duet that is badly in need of great backup singers. » Okay? Il faut s'entourer avec des personnes qui vont penser comme nous et être pour nous, prier pour nous. C'est très important. OK? Un mariage égale nous et non pas deux moi. Numéro 5. Cinquième, un mariage épanoui ne peut pas être bâti avec une approche 50-50. Cela exige un engagement. OK. Numéro 5, je vais le dire là. OK, c'est pas sur vos feuilles, mais je vais vous le dire là. OK? Oui, c'est ça. Merci. Exactement. Ça, c'est numéro 5 dans vos notes, là. OK? Vas-y, Cathy. Ta perspective n'est pas tout le portrait, OK? Ni toute la vérité. C'est simplement ta perspective et ton époux ou épouse a la sienne. OK? Ta perspective n'est pas tout le portrait, ni toute la vérité. C'est simplement ta perspective. Ça, c'est quelque chose qu'on explique aux couples quand ils viennent chez nous, là. On le dit, on le redit, on le redit et on le redit. On a même notre propre langage, notre propre phrase qu'on a inventée, Cathy et moi. On dit qu'on regarde la vie à travers nos propres lunettes. N'est-ce pas? Ça, c'est la façon de dire que c'est comme ça qu'on voit la vie. Et c'est la seule façon qu'on peut voir la vie, c'est à travers nos propres lunettes. Mais il faut réaliser que ça, c'est notre perspective. Il y a souvent une autre perspective, OK? Et notre perspective, ce n'est pas tout le portrait. Et ce qui est important, c'est de vouloir comprendre la perspective de l'autre et trouver des solutions gagnantes-gagnantes. Parce que Cathy et moi, nous avons des perspectives différentes sur toutes sortes de sujets, OK? Ça peut être important comme comment discipliner les enfants,
Et ça peut être banal et niaiseux comme c'est quoi la meilleure façon, une meilleure route pour aller chez Jean Coutu? Hein? Ouais, hein? Il y a des couples qui se disputent, mais non, pourquoi tu vas là? C'est plus court par là, puis toutes sortes de choses, là, OK? Noël, puis plein de sujets. Et si on ne fait pas attention, on pourrait prendre ces sujets-là et les virer en gay parce que l'autre n'a pas ma perspective. Il y a des couples qui viennent chez nous, ils s'installent, puis dans les premières minutes, là, la madame a dit, c'est mon impression que quand il arrive du travail, tout ce qu'il fait, il regarde la télévision, puis il fait rien dans la maison. Puis lui, il dit tout de suite, c'est pas vrai! OK? Lui, il dit, moi, selon moi, elle dépense plus dans un mois que nous gagnons là, financièrement. Là, OK? Elle a dit, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est pas tellement important si c'est vrai ou pas vrai. Les deux phrases ont commencé par, c'est mon impression, c'est ma perspective, et c'est ça qui est important. C'est ça que la personne vit. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit, oh, relax, OK? Il y a deux perspectives et la vérité est probablement dans le milieu. Mais pour trouver un terrain d'unité, pour travailler ensemble, il faut trouver des solutions gagnantes. Pas des compromis, OK? Quand je dis le mot compromis, tout le monde, vous faites comme ça, OK? Compromis. Ouais, exactement, OK? Chaque fois que je dis compromis aujourd'hui, là, exactement, OK? Good. Comme dans un film d'horreur, OK? OK? Chaque fois que je dis compromis. Mais les gens, ils disent, dans le monde des conseillers séculiers, ils disent au couple, mais il faut trouver un compromis là-dedans. Un compromis, c'est une situation perdante, OK? Ça veut dire que les deux, OK, sont perdants. Il faut trouver un terrain d'entente, une solution gagnante pour la situation. Je vous donne un exemple, OK? Cathy et moi, on rentre dans le mariage avec des perspectives très différentes sur Noël, OK? Oh my goodness! Chaque année, dans le début de notre mariage, quand on tourne le calendrier du 30 novembre au 1er décembre, là, oh non! Noël s'en vient. C'était une guerre chaque année, OK? Moi, ma perspective, c'est que ça est devenu une fête tellement commercialisée, là, OK? Où un bonhomme gros là, en rouge et blanc, il vole la vedette de Jésus, puis on achète des cadeaux inutiles, OK? Des savons, puis des housecoats, en tout cas, là, parce que le calendrier nous dit que c'est le 25 décembre, là. Puis qu'on oublie complètement l'incarnation de Jésus pendant ce temps-là. Puis moi, je dis, je ne veux pas participer à ça. En plus, on va s'endetter, puis la carte de crédit arrive au mois de janvier. Là, comment on va sortir du trou, là? C'est quand moi, je voulais passer du 24 au 26, là, comme right through, là, OK? Ça, c'est ma perspective. La perspective de Cathy là-dessus, c'est... Moi, j'aime ça, les temps familiales, autour d'une table, avec une dinde, avec un gros repas, puis qu'on s'amuse ensemble, on joue à des jeux de société, et c'est vraiment des temps familiales. Aller peut-être se promener, puis regarder des maisons décorées avec des lumières, puis juste toute la joie là, qui est là de la venue de Jésus, bien entendu, puis qu'on allait dans les églises, voir les spectacles, les chants de Noël et tout ça, là, j'aimais bien ça. Donc, pour elle, l'emphase était familiale, que les enfants grandissent avec des bons souvenirs, puis tout ça, là, OK? Si on ne fait pas attention, on peut virer ça, là, en guerre. Très facilement, là, en guerre. OK? Fait que ce qu'on a fait, on s'est assis à un moment donné, après 8 années de guerre, on a dit, bon, ben cette année, là, on va essayer de vivre ça en paix. Puis on a essayé de comprendre la perspective de l'autre. J'ai dit, Cathy, écoute mon cœur. Voici pourquoi je trouve ça difficile. Ah,
OK, est-ce qu'on pourrait limiter combien qu'on dépense? Et j'ai expliqué quelque chose. Peut-être on pourrait piger des noms, là, puis juste acheter un cadeau dans la famille, puis le restant de l'argent, on peut aider des jeunes de notre église qui vont aller à l'école biblique. Elle dit, OK, je comprends. Elle a dit, Jerry, je veux que les enfants, OK, ont des bons souvenirs. Ah, OK, je comprends. Puis on s'est écouté, puis on a trouvé une solution gagnante-gagnante. Pas un compromis. Okay? Un couple qui vient chez nous, là, ils disent, en tout cas, là, il y a tellement de choses à régler, là, ça se peut pas, là. Je dis, par où vous voulez commencer? Mais n'importe où, là. À un moment donné, là, ils disent, Noël. On a dit, OK, allez. Nous autres, on se chicane sur Noël chaque année, puis c'était le même portrait. Lui, c'était comme, un peu comme moi, elle, c'était quasiment identique, les portraits. Ils ont dit, mais on a trouvé une solution. On a dit, ah oui, c'est quoi? Ils ont dit, mais une année, on célèbre ça à ma façon, puis l'autre année, on le célèbre à sa façon. J'ai dit, non, vous n'avez pas trouvé une solution, vous avez trouvé un compromis. Puis avec le compromis, mais c'est sûr que les enfants, quand c'était l'année que c'était une maman, on fait une fête Noël! Yippee! Mais quand c'est Noël avec papa, donc c'était pas vraiment pour les enfants. Et cette illustration-là, ou cet exemple-là, est vrai dans plein de domaines. Plein de domaines. OK? Nous avons une fille, notre bébé, qui vient de déménager aux États-Unis. Elle a 24 ans, elle s'est mariée avec un Américain l'été passé. Enlevez ça de la cassette. Et nous avons deux perspectives différentes, même sur cet événement-là, OK? Moi, depuis que les enfants sont tout jeunes, j'ai toujours pensé dans ma tête, mais Dieu nous les a donnés pour un certain nombre d'années, il nous les a prêtés, on va les élever dans les voies du Seigneur, vers la maturité, vers l'indépendance, puis un jour, ils vont voler de leurs propres ailes, puis ils vont nous quitter, puis ils vont aller loin. C'était dans ma tête depuis qu'ils sont tout jeunes. Fait que quand elle a fait ça, j'ai dit, c'est juste l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie, ça c'est ma perspective. OK? Avec le Skype, avec l'Internet, avec FaceTime, avec tout ça, on va le voir tellement, c'est comme elle n'a même pas déménagé. Ça, c'est ma perspective. Tandis que la perspective de Cathy... Mais moi, je me suis dit, je vais m'ennuyer d'elle, parce que c'est quand même 26 heures de route. Ça fait 2 jours au complet. Puis là, je me dis d'avoir quelqu'un là en personne, puis de pouvoir voir des enfants grandir, tout ça, je dis, je vais trouver ça difficile par bout. Et je vais m'ennuyer d'elle. Donc, on peut prendre ça, et si on ne fait pas attention, on peut s'attaquer avec ça, n'est-ce pas? Moi, je peux lui dire, mais voyons donc, là, t'es tellement pleureuse, là, tu pleures tout le temps, là, puis oh, ma fille, viens! Un peu de maturité, là. Et elle pourrait dire... Oui, moi, je pourrais dire, là, il me semble que t'es dur, là. T'es vraiment dur, là, puis t'aimes même pas ta fille, là. C'est quoi ton problème? Là, tu fais ça, tu bâtis là-dessus, deuxième incident, troisième, quatrième, cinquième, c'est pas long qu'on se couche dans le lit, là, très loin l'un de l'autre, là. Hein? Oui, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut juste comprendre, elle m'a expliqué sa perspective, j'ai expliqué ma perspective, puis on a compris, puis on a trouvé des solutions gagnantes, OK, pour respecter l'un et l'autre. Votre perspective n'est pas tout le portrait, c'est simplement ta perspective, OK? Numéro 6. Dans vos cahiers, dans vos notes, c'est un mariage épanoui. Quoi? Il y a décidé de faire une mise à jour. Oh, OK. En tout cas, dans vos notes, c'est marqué un mariage épanoui ne peut pas être bâti avec une approche 50-50. Cela exige un engagement 100-100. Un instant. J'ai pas compris, frère. Parce qu'il a décidé de faire une mise à jour. Il a fallu qu'il reset l'ordi. Il a décidé ça. Ça fait ça avec comment? On est Ça frustrés. décide tout ça? On a fait ça chez nous. Les ordinateurs ont leur propre routine. Ça vient de faire battre cette mise à jour. Un mariage épanoui ne peut pas être bâti avec une approche 50-50. Cela exige un engagement 100-100. Autrement dit, les deux personnes, les deux époux doivent s'investir complètement.
OK? Émotionnellement, physiquement, spirituellement, financièrement, on doit s'engager complètement. 50-50, c'était une philosophie populaire pendant longtemps. Savez-vous quoi? Cathy et moi, on s'est mariés en 1981. On commence à être vieux, chérie, là, OK? On commence à être vieux. Et on a pris nos cours de préparation au mariage dans une église chrétienne à la fin des années 70, début de 80. Et savez-vous ce qu'ils nous ont enseigné dans ce cours-là? Que ça prend une approche 50-50. Je pourrais aller trouver mes notes là et vous montrer ça. Et 50-50, ça ne marche pas du tout, là. 50-50, ça encourage que je vais continuellement surveiller l'autre, checker l'autre pour voir s'ils font leur 50%, là. Hein? C'est moi qui fais tout. Ce que ça amène, souvent, OK? Faut changer de côté, là. Comme toi, il fait fatigué. Oui. Ça encourage un tug of war qui ne finit pas, OK? C'est moi qui fais tout dans ce mariage-là. Quand est-ce qu'elle va contribuer? Moi, j'en reviens pas. Je la fais pas, OK? C'est ça que ça fait 50-50. Impossible que ça marche. Ça prend 100. Et ça rejoint le premier principe. On change notre mariage en changeant soi-même. Dans le mariage, chacun doit s'occuper de soi-même et pas vérifier si l'autre fait son 50% du tout. N'est-ce pas? Donc, 6 principes qui sont la fondation de tout ce qu'on va dire pour le restant de la journée. Maintenant, avant d'aller vers notre contenu comme il faut, là, les besoins émotionnels et tout ça, à ce stade-ci, c'est très important qu'on prenne quelques minutes pour vous expliquer notre histoire, Cathy et moi. On a déjà donné des petits bouts, et c'est important que vous compreniez qui nous sommes. Quand moi je vais à une conférence, je veux savoir c'est qui me parle. Okay? Je veux savoir, quand j'entends une prédication, c'est quoi la feuille de route de cette personne-là? C'est qui? C'est quoi sa crédibilité? Okay? Depuis des mois, votre couple pastoral vous annonce une conférence. Peut-être vous avez dit, c'est qui ces experts qui vont venir de la bonne? Ils vont dire comment que ça marche un mariage, OK? Et c'est une question tout à fait légitime. Mais laissez-nous vous raconter d'où on arrive, OK? Cathy et moi, depuis 4 ans maintenant, nous travaillons à temps plein, comme Jean-Pascal a dit, dans un ministère qui a pour but d'encourager et d'aider les couples de différentes façons. On fait des conférences comme celle-là. Aujourd'hui est notre 74e conférence dans les 4 dernières années. 74 conférences. On a traversé la province littéralement de l'ouest de l'Outaouais jusqu'à l'est, jusqu'à Cabano, du sud de Longueuil jusqu'au nord, jusqu'à Bécomo. OK? Jusqu'à Bécomo. Ça, c'est fraîche de ce matin, là. OK? Jusqu'à Bécomo. Oui, c'est ça. Nous faisons la relation d'aide, comme on a dit, dans notre maison. On donne des cours de préparation au mariage, on écrit des articles pour les revues, on enseigne dans les écoles bibliques. Toutes sortes de façons différentes pour encourager et aider des couples. Et chaque jour, et je veux dire chaque jour, d'une façon intentionnelle, nous travaillons sur la qualité de notre mariage, en prenant soin du cœur l'un de l'autre et en répondant aux besoins émotionnels l'un de l'autre. Mais, ça n'a pas toujours été le cas. Hein? En réalité, il y a 8 ans, en 2007, comme j'ai dit tantôt, on était sur le point de se divorcer. C'est vrai que notre mariage a failli tomber en ruine. Comme Jerry a mentionné au début, on s'est presque divorcés. Mais quelle est donc notre histoire? Nous nous sommes mariés dans l'ouest du Canada, comme Jean-Pascal a mentionné au début, où nous avons grandi. Moi, dans la région proche de Vancouver, à Abbotsford, puis Jerry à Winnipeg. À ce moment-là, nous étions tous les deux chrétiens. On était jeunes. Moi, j'avais 20 ans. Jerry a 22 ans. Et malgré tout, on était sincères. Mais on était aussi naïfs et on était ignorants de beaucoup de principes
sur des relations interpersonnelles et concernant le mariage aussi. Quelques mois après notre mariage, nous avons déménagé ici au Québec. C'est une longue histoire. C'était pas notre plan à nous. C'était le plan de Dieu. Que Dieu, l'organisme chrétien avec lequel on voulait travailler, nous ont envoyés ici. Et c'est ça. C'était pour œuvrer dans divers ministères. Au début, c'était le ministère Le Pouvoir de changer. Et ensuite, c'était dans le pastorat, puis aussi avec les Alouettes comme aumônier. Pendant 25 ans, on avait un mariage qui était correct. Correct. Quel drôle de mot dans la langue française. Correct. Qu'est-ce que ça veut dire, correct? Ça veut dire beaucoup de différentes choses, hein? Des fois, on demande à quelqu'un, « Hey, comment était le repas dans le nouveau restaurant? » Puis il dit, « Correct. » Ça veut dire, « C'était bon, n'est-ce pas? » Des fois, ça veut dire, comme ci, comme ça. Quand on demande à notre adolescent, « Hey, Junior, comment était ton examen de mathématiques? » Ah, correct. Ça veut dire... Et des fois, correct, ça veut dire pourri, là, pas du tout bon, là, quand on dit à quelqu'un, « Hey, vous revenez de vacances en Mexique, comment était l'eau à boire pendant votre vacances? » Correct, ça veut dire, on va pas cette eau-là. OK, correct. Intéressant. On avait un mariage qui était correct. C'était pas en désastre, mais ce n'était pas bon, ni très bon, ni excellent. C'était simplement correct. On faisait du sur-place. OK? On rencontrait le défi du jour. On était impliqués dans beaucoup de bonnes choses. On était pasteur, on amenait des personnes au Seigneur, on s'occupait de bonnes choses. On avait 3 enfants, bien social, avec un beau sourire qui réussissait. Puis, tu sais, les factures étaient payées, les vacances étaient bonnes, les repas étaient bons, le sexe était bon. Tu sais, c'est correct. C'est correct. Mais on tournait en rond. On faisait du sur-place beaucoup de temps, là. OK? Et ce qui est étrange, vu de l'extérieur par les couples qui nous entouraient, les Kramer étaient un couple modèle. Tout le monde voulait être comme les Kramer. Ils disaient, wow, regarde cette famille-là, les enfants et tout ça, là. OK? On avait le portrait d'un couple presque parfait. On avait une belle maison dans une banlieue tranquille avec une piscine, un caravane et un chien. OK? Wow! Ça, c'est la famille idéale. Et pourtant, notre mariage était simplement un mariage correct. En effet, à notre 25e anniversaire de mariage, si on m'avait demandé de donner une note, OK, ou d'évaluer la qualité de notre mariage, j'aurais dit, wow, c'est bon, 9 sur 10. Mais Cathy avait toute une autre évaluation. Moi, j'aurais dit plutôt 4, 4,5 sur 10, parce que souvent, je considérais que notre mariage était moyen, très ordinaire. Il y avait souvent dans mon cœur un sentiment, un haut degré d'insatisfaction. Je me sentais quasi continuellement déconnectée émotionnellement déconnectée de Jerry. Et quand je mentionnais ça, quand je disais « je me sens comme loin de toi », c'était sûr, ou déconnecté émotionnellement. Si j'utilisais ce terme-là, déconnecté émotionnellement, c'était une garantie qui était pour fuir dans l'autre sens. Donc là, je me suis dit, OK, comment je peux expliquer là, que je ne me sens pas connectée avec lui sans qu'il fuit? En tout cas, c'était une question que je me posais. Je me sentais coincée dans une routine plutôt vide, très occupée, et je me disais en dedans de moi, il doit y avoir plus que ça. J'espère qu'il y a plus que ça. Je désire plus que ça dans notre mariage. Donc, métro, boulot, dodo, routine, sur place, 27 ans de temps. Puis en 2007, les vents de tempête ont soufflé contre notre mariage dans cette année-là. Dépendamment de ce qui est la foule à laquelle on s'adresse, j'utilise un terme et ce matin, je me sens safe de le dire. Je dis que pendant cette année-là, les portes de l'enfer se sont déchaînées contre notre mariage dans cette année-là. OK?
Et vous comprenez ce que je veux dire par l'enfer, OK? Pas l'enfer des Québécois, OK? Il y a 2 pouces de neige sur l'autoroute, là, c'est l'enfer, OK? Il y a 5 personnes en ligne à la caisse populaire en avant, c'était l'enfer, OK? Ça, c'est pas l'enfer, OK? L'enfer, c'est un système de mal que le diable, OK, tourne contre les chrétiens et il veut détruire. Il rôde pour détruire. Et il voulait détruire notre mariage. Et les portes de l'enfer se sont déchaînées contre notre mariage. Dans une année, on a vécu toutes sortes d'épreuves et de difficultés imaginables. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails ce matin, mais you name it, we lived it, OK? Nommez-le, on l'a vécu, OK? Des difficultés financières. La maman de Cathy était en train de mourir à Vancouver d'une maladie atroce, la maladie Lou Gehrig, OK? Le SFA, où elle était en train de dépérir. Cathy est un enfant unique, a passé son temps à aller là-bas, soigner sa mère, revenir ici, repartir, puis voir sa mère mourir devant ses yeux. Notre fils était en pleine rébellion. Il a dit, je veux rien savoir de Dieu. Puis il marchait dans le monde sous des pages, des photos de lui sur Facebook, couché sur Sainte-Catherine, sous, OK, dans le milieu de la rue, là. Des difficultés à l'église, au travail, toutes sortes de difficultés, on l'a vécu. Et dans cette année-là, on a vu rapidement que la fondation de notre relation n'était pas solide. Et on a commencé à craquer, puis à craquer gravement. Mais heureusement, c'est que si on est là devant vous aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de bon s'est passé. Nous avons cherché de l'aide à ce moment-là. Nous avons cherché loin jusqu'aux États-Unis et nous avons vraiment trouvé l'aide avant que ça soit trop tard. Pendant l'été 2008, le mois de juillet, nous sommes allés pour une semaine intensive de thérapie conjugale avec un ministère qui s'appelle le Cœur du Berger. C'est pas être confus avec Cœur à Cœur. C'est le Cœur du Berger, c'est un ministère. En anglais, c'est Shepherd's Heart Ministry. C'est uniquement pour les personnes qui sont dans l'œuvre pour le Seigneur et ils reçoivent des couples pour une semaine intensive. Et Dieu nous a rencontrés là d'une façon très claire et il a eu compassion de nous. Il a eu compassion pour notre égoïsme, pour notre entêtement des mois précédents. Et vraiment, il nous a rencontrés d'une façon spectaculaire. Nos conseillers de Shepherd's Heart Ministry, pendant cette semaine-là, nous ont enseigné 6 ou 7 principes. C'est pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. 6 ou 7 principes. Et ces 6 ou 7 principes ont transformé, guéri, restauré notre mariage, nous a donné une deuxième chance avec un nouveau départ. Born again, again. Né de nouveau, de nouveau. On est revenu là, puis on a mis sur le répondeur à la maison, bienvenue chez les nouveaux mariés, Jerry et Cathy, là, OK? Là, les gars dans ma ligue de Balmol disaient, je ne savais pas que vous étiez à côté pendant tout ce temps. Symboliquement, on a un deuxième départ, OK? 6 ou 7 principes. Ces principes qui nous ont enseignés avaient plusieurs caractéristiques. Ils étaient tout d'abord bibliques. Ça, c'était important pour nous. OK? On allait là, non pas pour entendre la psychologie, mais pour entendre la parole de Dieu, ce que Dieu dit sur le mariage. OK? Parce que la psychologie, j'avais déjà étudié ça à l'université. Et si la psychologie était si bonne, pourquoi, pendant nos difficultés, je n'ai pas juste dit « Oh, arrêtons de se chicaner, je vais sortir un livre de psychologie. » Ben non, pas du tout, là. Il n'y avait rien là-dedans qui nous aidait, là. OK? On voulait entendre ce que Dieu dit. Et je peux vous dire que tout ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui est enraciné fermement dans la parole de Dieu. On ne va pas toujours vous donner le livre, le chapitre et le verset, mais sachez que tous les principes qu'on vous enseigne, c'est enraciné dans la parole de Dieu. OK? Deuxièmement, c'était des choses qui étaient simples. Pour moi, ça, c'est bien important. OK? Moi, je suis membre adhéré dans un club qui s'appelle le club KISS. K-I-S-S.
C'est un acrostiche en anglais qui veut dire keep it simple. Stupid, OK? Garde ça simple, OK? Moi, j'aime des choses simples. Je trouve qu'on complique la vie pour rien de nos jours, là, OK? Un meuble chez IKEA, tu ouvres ça, là, oh, OK? C'est compliqué, là, OK? Tout est compliqué. Moi, quand je prêche le dimanche matin, quand je finis, les gens m'attendent en arrière et disent « Hey, sais-tu quoi? » Je dis « Quoi? » J'ai tout compris aujourd'hui. C'est pas ça le but. Je trouve que des fois, là, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, puis le verbe grec en Arios, et puis les gens sont perdus là. Perdus. Faut garder ça simple. Moi, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir, là, OK? Il faut garder ça simple. Mais c'était des choses simples. Sans être simpliste, c'était simple. Troisièmement, c'était des choses qui étaient pratico-pratiques. Quand on fait des évaluations après nos conférences, le mot qui revient le plus souvent, c'est pratique. Pratico-pratique. Cathy et moi, on a fréquenté peut-être 12 conférences de mariage là, avant notre 25e anniversaire de mariage. À tous les 2 ans, on allait à une conférence de mariage. Et souvent, à la fin de la conférence, on se disait, et puis, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était toutes des belles choses, mais c'était des théories, là. Puis on dit, comment on applique ça, là? Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vous dire des choses très pratiques. Pratico-pratiques que vous pouvez appliquer dans votre mariage immédiatement. Quatrièmement, c'était des choses qui étaient faisables, OK? Réalisables. On peut vous garantir qu'aujourd'hui, on ne va pas vous donner de la théorie qu'on a trouvée dans les livres. On va vous donner des choses bibliques, simples et pratiques. Et tout ce qu'on vous partage, OK, a déjà été testé dans le laboratoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu m'as vu venir. Dans le laboratoire de notre mariage renouvelé. OK? On ne vous partage rien de ce qu'on ne vit pas au sein de notre propre relation. Devinez ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Les mêmes principes qui nous ont enseignés pendant notre semaine intensive. Pas les 6 ou 7, mais les 4 ou 5 les plus importants. OK? Et depuis le jour que nous sommes revenus de notre thérapie, nous avons partagé ces principes avec les couples dans notre propre Église et aussi dans les conférences. Et nous avons vu que ces principes-là ont pas seulement transformé nos propres vies, mais aussi on a vu ça dans la vie des autres. Donc, c'est pour ça qu'on les partage. On a un exemple qu'on aime partager dans nos conférences parce que c'est particulier. Un couple qui était séparé dans notre Église et même rendu, ils étaient divorcés. Et quand on est revenu de notre thérapie, Dieu m'avait mis à cœur de partager avec la femme qui avait quitté son mari les principes et notre témoignage, et surtout par le pardon et tout ça. Et ce couple-là, ils ont décidé chacun de faire le processus de pardon que vous allez entendre parler demain. Ils ont décidé de faire ça, puis ils ont travaillé avec nous individuellement, puis ensuite ensemble, pour travailler sur leur mariage pendant à peu près 1 an et demi. Puis après ça, Jerry les a remariés un dimanche matin là, dans notre église, le Saint-Valentin 2010. Ça, c'est un miracle, les amis. Là. Dans toute ma carrière pastorale, après les conversions et les baptêmes, là, ça, c'était le plus grand miracle que j'ai vu. Et on n'entend pas parler des miracles, de ceux que Dieu a sauvés. Là. Mais quand on a vu ça, on a dit, wow, ils étaient divorcés, puis Dieu les a rebâtis. On a dit, peut-être il y a de quoi à partager là. Et c'est là qu'on a dit à l'Église, on va donner notre démission d'ici 6 mois, trouver quelqu'un d'autre, je vais rester là en transition, mais je pense qu'il faut aller avec ce message. Et à toutes les semaines, on reçoit des emails de personnes qui disent, merci pour ce que vous avez partagé là, ça a transformé notre mariage. Ça, c'est notre joie, ça, c'est notre bonheur. Donc, c'est ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est important que vous glanez de notre histoire. Que si nous sommes ici, OK, pour donner la conférence, on n'est pas des experts, OK? On est des gens comme vous, OK, qui ont appris malheureusement à travers un échec, à travers une épreuve que Dieu a transformé en gloire.
Et tout ce qu'on fait, on prend ces vérités qu'on nous a expliquées et on les partage aujourd'hui. C'est pas parce qu'à 50 ans, on s'est regardé et on a dit, ben, tu sais quoi, je suis tanné d'être pasteur, puis j'aimerais faire d'autres choses. On ne connaît rien, ni l'un ni l'autre, sur les ordinateurs, ni la pharmaceutique. Donc, on va devenir des conseillers matrimoniaux. Non, pas du tout. OK? Ce n'est pas des choses qu'on a trouvées dans les livres qu'on va partager avec vous. C'est du vécu. Ça vient à travers l'école de la vie, l'école des coups durs. Donc, vous allez entendre aujourd'hui des vérités pratiques qui étaient vécues, des changements qui étaient faits pour la gloire de Dieu. Ça vous va? Oui. Donc, voici notre contenu pour aujourd'hui. Nous allons regarder, juste avant la pause ce matin, les bonnes priorités. Ensuite, après la pause, on va parler des outils de communication. Et après ça, on va parler cet après-midi d'une longue section, comment répondre aux besoins émotionnels de notre épouse. Ça va? Oui. Donc, à ce stade-ci, attachez votre ceinture, OK? Parce que, oui, exactement, ça peut brasser un petit peu là. Les priorités. Je vous donnerai 45 secondes. Ça, c'est pas long, ça. OK? 45 secondes. D'écrire pour moi, dans la marge d'une des feuilles ou en arrière d'une des feuilles où vous pouvez trouver de la place, quel est votre système de priorité dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? OK? Numéro 1, ça c'est le plus important. Numéro 2, numéro 3, si vous pouvez vous rendre à numéro 4, là, allez-y. OK? C'est comme ça que je veux structurer ma vie. 1, 2, 3, 4 en termes d'importance de priorité. Allez-y, vous avez 45 secondes. Qu'est-ce que vous avez écrit sur votre feuille? OK? On a peut-être regardé sur la feuille du voisin, là, pour voir, comme à l'école. OK? Qu'est-ce que vous avez écrit sur votre feuille? Si vous êtes comme les 73 autres groupes que nous avons vus avant vous, là, probablement sur votre feuille ce matin, il y a des choses semblables à ceci. Peut-être numéro 1, vous avez écrit ma relation avec Dieu. OK? Ça, c'est la bonne réponse. En passant, si vous ne l'avez pas écrit, Jean-Pascal va venir vous visiter cette fois. Ma relation avec Dieu. Matthieu, chapitre 22, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. OK? Dieu devrait être numéro 1 dans nos vies. Numéro 2, Cathy, c'est? C'est le mariage. Okay. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'était au début de la création. Dieu était le célébrant du premier mariage quand il a mis Adam et Ève ensemble dans une union. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'avant ce verset-là, ça dit l'homme, la femme, l'homme, la femme, l'homme, la femme, Adam, Ève, l'homme, la femme. Et à partir de ce verset-là, ça dit où est ton mari? Ma femme. OK? Le langage dans le passage change à partir de ce verset-là. C'est une preuve textuelle que ça, c'était le plan de Dieu pour l'humanité, le mariage. Ça doit être la priorité numéro 2. Numéro 3. Troisièmement, c'est les enfants mineurs, les enfants qui sont à notre charge à la maison, toujours. Ensuite, quatrièmement, le ministère chrétien ou notre service pour le Seigneur. Cinquièmement, la famille élargie et nos amis, en voulant dire nos beaux-parents, mon oncle, mes tantes, nos enfants adultes, nos petits-enfants sont sur cette ligne-là. Et sixièmement, le travail. OK.
Ça, c'est ce qu'on appelle le système de priorité selon Dieu. En rentrant dans le bâtiment ce matin, vous saviez ça, entre vos oreilles. OK? Et vous étiez capable peut-être de répondre à ça avec votre bouche. Mais savez-vous ce qui est important? Non pas ce que nous pensons entre nos oreilles, mais ce que nous faisons avec notre temps. OK? Et nous pouvons croire ça, mais pas vivre ça. Et c'est ça le défi, de mettre ça en pratique. OK? Dans notre thérapie, ils ont commencé avec ça le mardi matin, pour nous montrer ça. Puis Larry et Laurie, nos conseillers, nous ont dit, si un couple ne vit pas selon ces priorités-là, pendant une période de 72 heures, en mathématiques, vous savez c'est combien de jours? C'est 3 jours, OK? Si vous ne vivez pas ça selon une période de 3 jours, quelque chose dans votre relation va tilter. Vous aimez mon québécois? Oui. Tilt, OK? Ça, c'est des boules à machine là, des années 60-70. La tilt, ça veut dire game over. La partie était finie parce que tilt, OK? Déséquilibré, OK? Débalancé, OK? Fou, capote, finito. Parce qu'on ne suit pas les priorités. Ils nous ont dit ça. Quand ils nous ont dit ça, 72 heures, on s'est regardé et on a dit... Ça fait bien plus longtemps que ça. Ça fait 27 ans à ce moment-là là, qu'on s'est dit qu'on connaissait ça intellectuellement, mais qu'on ne vivait pas selon ses priorités. 27 ans qu'on ne vivait pas ça. Moi, j'ai enseigné ça dans des cours de préparation au couple, puis j'ai dit, c'est comme ça que vous devez vivre. Mais on ne le vivait pas chez nous. Pas du tout. Autrement dit, peut-être vous avez eu des bonnes réponses ce matin, là, OK, en écrivant, là, et quand les réponses étaient dévoilées, là, votre poitrine sortait de plus en plus. Regarde, chérie, j'ai eu les 3 premières réponses, là. Okay? Mais c'est pas important ce qu'on écrit sur la feuille, c'est pas important ce que nous voyons entre nos oreilles. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Autrement dit, si lundi matin, je décide de rester à Bécomo pour une autre semaine, au lieu de décoller vers Montréal. Et quand le cadran sonne chez vous, lundi matin à 6h15, et vous sautez du lit, moi je suis dans votre chambre avec une caméra. OK? Et je vais vous filmer toute la journée. OK? Les hommes, vous connaissez ça? 24CH? Oui, hein? Les Canadiens dans le vestiaire, les Canadiens à l'aéroport, les Canadiens dans les toilettes. Pas tout à fait, mais presque, OK? 24CH. Mais là, ça va être pas 24CH, ça va être 24 puis vos initiales après, OK? On va filmer votre vie pendant une semaine. Au bout de la semaine, quand nous regardons le film ensemble, le film va révéler c'est quoi vos priorités. Pas ce que vous dites avec vos lèvres, pas ce que vous pensez, mais à quoi vous donnez votre temps, énergie et attention. Ça, c'est vos priorités. OK? Et c'est facile de les connaître, c'est une autre chose de les vivre. Maintenant, ça prend des explications. N'est-ce pas? Premièrement, il y a quelqu'un ici ce matin qui dit « Jerry, t'es sauté mon homme, là, ça se peut pas, là. OK? Travail numéro 6. Comment le travail peut être numéro 6 sur cette liste-là? Là? Ça ne marche pas, là. Il faut quand même vivre, là, puis payer des factures. Un instant. OK? On parle ici en termes d'importance et non pas en termes de temps. Tout le monde a compris? En termes d'importance et pas nécessairement en termes de temps. Par exemple, tout le monde ici travaille, on va dire 40 heures, sinon pas plus par semaine, mais d'après moi, vous ne passez pas 40 heures dans une relation 1 à 1 avec vos enfants à la maison, n'est-ce pas? Mais si vous êtes au travail et le téléphone sonne pour dire votre fils est tombé sur la tête dans le cours d'éducation physique aujourd'hui, il saigne, puis il a besoin des soins, il faut l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Vous quittez votre travail pour aller s'occuper de votre fils parce qu'il est une priorité plus haute. Vous comprenez? En termes d'importance et non pas en termes de temps. Ensuite, d'autres explications. Le numéro 1 et le numéro 4 ne sont pas la même chose.
Et dans la tête de beaucoup de chrétiens, c'est tout mêlé là-dedans. Là. Ils disent, ben, ça c'est la même chose, je vois pas la distinction. Non, 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 non. Votre service pour Dieu, votre ministère chrétien, c'est ce que vous faites pour Dieu. Si vous enseignez à l'école de dimanche ici, si vous êtes diacre, si vous êtes trésorier ou autre service, OK? Ça, c'est votre service, votre ministère chrétien, mais ça, c'est pas ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est le temps que vous passez chaque jour à lire la parole, à louer, à prier, à méditer, à échanger avec Dieu, à écouter Dieu. Pardon, à écouter Dieu. Il y a des chrétiens qui ne savent pas comment écouter Dieu. Écouter Dieu. Voici comment on fait notre culte. Seigneur, assis-toi, j'ai des choses à te dire, là, OK? Regarde, ma grand-mère va avoir une opération, bénis-la, puis moi j'ai besoin de ça, puis as-tu compris, Seigneur? C'est ça qu'on fait souvent? Non. C'est, dans la parole de Dieu, ça dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel, OK? Dans ma Bible, ça dit, arrête-toi, OK? Ferme ta bouche, OK? Puis écoute. Ça, c'est la version Kramer, OK? C'est comme, il faut... Ce qui est difficile dans ce verset-là, c'est de s'arrêter. On est tellement sollicité, occupé, on court à gauche puis à droite, là, OK? Garderie, travail, puis tout ça, là, qu'on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Ça, c'est notre relation avec Dieu. Une relation vivante. Dieu doit être le numéro 1 dans notre vie. Ensuite vient le mariage, numéro 2, OK? En passant, régulièrement, je m'approche de ma femme dans la cuisine, je la prends dans mes bras, puis je dis, chérie, je veux que tu saches que tu es numéro 2 dans ma vie, OK? Et ça, c'est rassurant pour elle. C'est rassurant de savoir que Jerry est à l'écoute du Seigneur et qu'il a une relation où il va mettre le Seigneur numéro 1 dans notre vie, dans notre couple, et doit être le numéro 2. Mais savez-vous quoi? Tout ce qui suit après ça, dans notre société moderne, vient en avant du mariage. Tout qui est là. Les enfants, ça vient avant le mariage. Le travail, ça vient avant le mariage. Les familles élargies, ça vient avant le mariage. Et si vous voulez vivre selon ces priorités-là, il faut apprendre comment nager à contre-courant. OK? Nager à contre-courant. C'est pas facile. Moi, je sais même pas nager, OK? Oublie ça, nager à contre-courant. OK? Nager à contre-courant, vous l'avez vu dans les films ou peut-être vous l'avez expérimenté, là. On va pas loin, là, OK? Et on nage contre-courant parce que les gens qui vous entourent dans la vie, au travail et un peu partout, c'est pas ça qu'ils vivent. Et si vous voulez vivre ça, ils vont dire, t'es fou. C'est pourquoi tu veux faire ça, OK? En effet, les priorités du monde sont exactement le contraire. OK? Checkez bien ça. Il y a 2 ans, je ne savais même pas comment faire un PowerPoint. Maintenant, je suis capable de faire des choses comme ça. Regardez. OK? Ça, c'est les priorités du monde. OK? Wouh! Fancy, hein? Wow! J'ai trouvé le bouton, là. OK? Ça, c'est les priorités du monde. Numéro 1, travail. OK? Travailler, travailler, money, 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 liberté 55, la retraite. OK? C'est ça qui est important. 1A, loisirs, sport et Facebook. OK? C'est ça qui est important pour les gens. Numéro 2, les amis. Numéro 3, les enfants. 4, animaux domestiques. 5, mariage. 6, relations avec Dieu. Je l'ai biffé parce que les gens du monde ne sont pas intéressés à Dieu. Ça, c'est les priorités des gens qui vous entourent. Vous êtes en train de dire, wow, wow, wow. Capitaine Bonhomme, OK? Exagération.com. Arrête, là, OK? Les animaux domestiques avant le mariage, oui, nous avons vu bien des couples où le chien ou le chat reçoit plus d'affection que l'époux ou l'épouse. OK? J'ai écrit ça sur un écran. On se promène, Cabano, Val d'Or, on traverse la province. Et pendant que c'est sur la feuille, Dieu m'amène une autre illustration, ou un exemple, comme j'ai dit tantôt là. J'ai dit, wow, ça se peut pas là. Les Blue Jays de Toronto, il y a 2 ans, ont fait un échange, OK, majeur.
qui allait les amener à la Série mondiale. Ils ont échangé, ils ont fait venir des Marlins de Floride 4 nouveaux joueurs, dont 2 lanceurs de haut calibre. OK? L'année d'après, ils ont fini dans la cave. Donc, ça n'a pas trop marché, l'échange, là, mais ça a fait des manchettes, là. Et un des nouveaux lanceurs dans l'équipe, qui s'est installé au camp d'entraînement en Floride avec ses nouveaux coéquipiers, puis au bout de 4-5 semaines, il y a une petite madame journaliste qui a fait une entrevue avec lui, qui a dit « Puis comment vous aimez ça, l'organisation des Blue Jays, puis comment vous entrevoyez la saison qui s'en vient? » Il dit « J'aime bien ça, puis j'ai bien hâte, je pense qu'on va avoir une bonne équipe. » Puis il dit « J'aime surtout le temps ici en Floride avec ma femme et nos enfants, parce que ma femme et mes enfants ne seront pas avec moi pendant la saison à Toronto, pendant les 6 mois que je suis là. » Le journaliste a quasiment échappé son micro. Elle dit « Comment ça? » Il a dit « Mais voyez-vous, en Ontario, il y a une loi qui ne permet pas aux chiens pitbull de rentrer en Ontario, puis nous autres, on a 2 pitbulls. Donc, on a décidé que ma femme allait rester avec des pitbulls en Floride, et moi, je vais aller en Ontario. Tu viens d'annoncer au monde entier que tes pitbulls sont plus importants que ton mariage. Il n'y en a pas d'exagération.com là-dedans. C'est ça que les gens vivent. OK? C'est ça les priorités. Les gars de ma ligue de Balmol, là, OK, des amis numéro 2, après une game, là, ils arrêtent là, ils s'installent là, OK, une Pepsi, une bière, ils parlent, ils jasent, là. Ben non, Piqué Souban, il vaut pas ça, il faut l'échanger. Harper, il devait faire ça, puis je trouve que... je dis, hey les gars... vous n'avez pas des épouses à la maison, là? Ben non, ils restent là jusqu'à minuit à régler les problèmes du monde, là, parce que ça, c'est plus important que le mariage. Les enfants, dans beaucoup de foyers, c'est les enfants qui mènent. Les enfants sont rois et maîtres dans les enfants. Il y a une garderie pas loin de chez nous, à Blainville. Le nom de la garderie, c'est le royaume des enfants. Je dis, oui. À peu près ça. Okay? On investit dans les enfants énergie, temps, depuis leur naissance, puis après ça, plus tard, c'est des cours de piano, des cours de soccer, on court à gauche et à droite. On investit ici, et on néglige cette relation-là. On néglige. Et là, les enfants grandissent, ils quittent, ils s'en vont, le couple se regarde et disent, on se connaît même pas. On n'a rien en commun. Le col pendant toutes ces années-là, c'était des enfants. Les enfants quittent, puis on voit un phénomène dans notre génération qui n'existait pas dans la génération de nos grands-parents, là. Les couples, au bout de 25, 30, 35 ans, ils se divorcent aujourd'hui. Et c'est d'une tristesse incroyable. Parce qu'ils n'ont jamais réalisé que cette relation-là est permanente et cette relation-là est temporaire. Et on le voit à l'envers dans le monde et on le voit de l'envers dans l'Église de plus en plus. Cathy, si on revient à notre slide. Il y a aussi la ligne numéro 5, la famille élargie, les amis, qui va bumper le mariage aussi. Comme je vous ai dit dans l'exemple de ma vie à moi, c'était mon père que j'avais laissé interférer dans notre relation. Mon père, s'il y avait, mettons, on achetait une maison, puis si mon père il avait une opinion là-dessus, c'est sûr que quand Jerry avait une opinion contraire à ça, mais là, je dis, mais mon père a dit ça. C'est comme je me penchais vers, tu sais, je me mettais du côté de mon père, puis là, ça créait un conflit entre nous. Il y a aussi au niveau de nos enfants adultes aussi, qu'on peut, en tant que beaux-parents, des fois on peut interférer ça peut faire le contraire. Quand notre fille Jessica s'est mariée avec Nick, on avait dit à un moment donné que lorsqu'on vous invite à quelque chose, puis mettons que c'est la fête de ton frère, puis on fait une grande fête, tout ça, puis on t'appelle, puis on t'invite à ça, on veut que tu saches que tu devrais demander à Nick, considérer Nick et qu'est-ce que vous faites ensemble, puis vous nous revenez là-dessus. Donc, maintenant qu'on l'appelle, elle va souvent dire « OK,
vous nous avez invité à ça, vous planifiez ça, je confirme ça ou je vérifie avec Nick, je vous reviens. Puis je trouve que c'est une excellente façon d'opérer, de montrer à nos enfants comment ils peuvent mettre le mariage en priorité. Cet enseignement-là, le mardi de notre thérapie, était tellement important qu'on a dit « Wow, c'est par là qu'on veut commencer, là. OK? Il faut changer la façon qu'on fonctionne. » On savait que quelque chose était brisé, là, que ça n'allait pas, là. Ça faisait 2 mois que Cathy et moi, on vivait sur 2 étages différents avant d'aller en thérapie, là. On ne se parlait pas, là. Elle vivait sur le rez-de-chaussée, je vivais au sous-sol, puis on se passait des notes, tellement que c'était rendu, OK, pénible. Et là, on a dit, hey, si quelque chose est brisé, il faut changer quelque chose, là. OK? Donc, on a décidé de changer des choses. Est-ce que vous savez que si vous voulez que quelque chose change, il faut changer quelque chose? OK? Je vais vous donner la définition d'un idiot. Vous êtes prêts? OK? Faire la même chose à répétition et s'attendre à un résultat différent. OK? Ça, c'est un idiot. OK? Si tu veux que quelque chose change, il faut changer quelque chose. Donc, on a dit, on va changer la façon qu'on opère. Donc, on a pris ces priorités-là qu'ils nous ont enseignées, on les a plastifiées, OK? Et on les a affichées dans la maison à des endroits stratégiques. Où on a affiché ça? En arrière de notre lit, OK? Sur le frigo et dans la salle de bain. Pas pire, hein? Pas pire. On passe beaucoup de temps dans ces 3 endroits-là, OK? Et on les avait devant nos yeux pour que chaque jour, on les lisait et relisait plusieurs fois par jour pour dire, maintenant, c'est comme ça qu'on veut vivre dorénavant. Et notre façon de faire a changé complètement. OK? Cathy, elle a parlé de Jessica tantôt, mais raconte l'histoire de Jessica, parce que sur la version originale, Rebecca a vécu chez nous au moment qu'on est revenu de notre thérapie. Donc, le nom de Rebecca était sur la ligne 3, c'était écrit Becky. Puis sur la ligne 5, c'était marqué Timothy et Jessica. Sur la ligne 5, entre parenthèses. Elle est venue chez nous, elle se planquait sur notre lit, elle a vu ça, elle dit « Un instant! » Là, elle vient parler à sa mère. C'est ça. Oui, elle était comme vraiment pas contente. Là, pas contente. C'est ça, elle dit « Comment ça se fait? Je lis bien ça. Rebecca est plus importante que moi. » Oui, OK. Comment on explique ça? Mais on explique ça dans le sens que, oui, elle est toujours sur notre charge, Rebecca. Toi, là, tu nous as quittés pour t'attacher à ton mari, puis tu fondes une famille, OK? Tu ne dois plus obéissance à nous, tu nous dois respect et honneur, mais tu ne dois plus obéissance, dans ce sens-là. Et Jessica, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Tu as eu une promotion. Tu n'es plus sur la ligne 5. Dans ton mariage, tu es sur la ligne 2. Oh, là, elle était toute contente. Ah, promotion, j'aime ça là, OK? Mais elle a bien compris, elle a bien saisi. Et c'est une leçon que les parents ne comprennent pas. Dans beaucoup de foyers, là, les petits-enfants passent avant le mariage, là. Donne l'exemple où tu es en train de parler avec moi et l'enfant veut avoir ton attention. C'est ça. Oui, j'ai entendu cet exemple d'une autre madame, mais elle a dit qu'une façon qu'on peut démontrer que le mariage est une priorité, c'est avec nos jeunes enfants. Que quand ils viennent, quand ils sont jeunes, je me souviens là que quand c'est « Maman, maman », puis là, on a l'instinct là qu'on se tourne tout de suite. Hein? Puis même si on est en train de parler avec notre mari, on dirait que « Oui, qu'est-ce que tu veux? » Tu sais, c'est comme... Puis je pense, la madame, elle a dit, ce que je fais là, dans ce temps-là, c'est je mets ma main sur l'enfant. J'ai dit, attends, chérie, là, que je finisse avec papa. Puis là, elle finit la phrase, la conversation avec papa. Mais elle garde la main sur l'enfant pour indiquer que, tu sais, je sais que tu es là, puis je te reviendrai là-dessus. Et elle finit, puis tu sais, OK, chérie, as-tu fini là? Que je peux? OK. Oui, chérie, qu'est-ce que tu veux? Oui, nos enfants sont importants. Oui, Dieu veut qu'on aime nos enfants, mais pas au détriment de notre mariage. Pas au détriment de notre mariage. Et ça arrive dans trop de couples. Puis moi, j'ai remarqué que les enfants soient jeunes ou qu'ils soient adultes, puis qu'ils ont quitté la maison, quand je pense à notre fille Jessica et son mari, ils veulent que votre mariage persévère, que vous arrivez à être fidèle et à rester marié. Ça a vraiment ébranlé notre fille qui était mariée depuis 2 ans, Jessica, quand elle a vu que nous autres, que ça n'allait pas bien.
Elle a dit, si, Mom, Dad, vous n'êtes pas capable de persévérer, comment je peux avoir l'espoir que moi, dans mon mariage, que ça va marcher? Et Donc, les jeunes enfants, ils veulent que les parents soient ensemble. Donc, le 2 et le 3, c'est vraiment, vraiment important de nos jours. Là. Il faut faire attention là-dessus, puis travailler d'une façon intentionnelle à mettre le mariage en priorité, à mettre le couple en priorité. Ça veut dire que 4 fois par année, là, on prend une fin de semaine toute seule, là, OK, pas d'enfants, puis on investit dans le couple, là, on lit un bon livre, on fait des loisirs ensemble, OK, on a un temps intime physiquement, oui, vous avez tout compris, là. On investit dans le couple, là. On encourage les couples une fois par 2 semaines, minimum, date night, OK? On sort, puis on a du fun, là, d'investir dans le couple. Il y a des couples qui nous regardent, qui disent, ça fait 10 ans qu'on n'a jamais pris un temps pour notre couple. 10 ans. Hein, vous allez vous friter, là. Il faut investir là-dedans. Donc, ça, c'est important. Le même pasteur Ted Cunningham des États-Unis, je l'ai entendu en conférence, puis il a dit, moi, comment je vais enseigner ça à nos enfants? Fait qu'il y avait des jeunes filles, puis il a dit, OK, il a collé un meeting familial, puis il a dit, écoutez, les filles étaient jeunes, 8 ans et 6 ans. Il dit, je veux vous expliquer quelque chose, OK? Puis là, il a expliqué les priorités de Dieu, surtout par rapport à 2 et 3. Puis il a dit, ce que ça veut dire que dans cette maison, OK, il y a une reine, puis c'est maman qui est la reine de la maison. Il y a une des filles qui a regardé qui a dit, je pensais que c'était moi la reine de la maison. Non, 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 chérie, tu peux être une princesse, OK? Mais c'est maman qui est la reine de la maison, OK? Ah, OK. Fait que là, le lendemain, il est allé travailler. Il a dit, OK, ça, c'était un bel enseignement théorique, mais comment renforcer ça? Fait qu'à son arrivée du travail, il rentre, il met son manteau dans le foyer, il rentre, il est encore dans le portique, là, puis les filles sont en haut dans leur chambre en train de jouer, là. Il est là, puis il crie, « C'est qui est la reine de la maison? » Les filles ont dit, « C'est maman! » C'est ça. Chaque jour depuis ce jour-là, il fait la même chose. Quand il arrive du travail, il crie « Who is the queen of the house? » Les filles disent « C'est maman! » Fantastique, là. Ils ont compris. Maintenant, les gars, regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Si maman est la reine de la maison, c'est qui le roi de la maison? Non, c'est Jésus! Et papa est le serviteur de tous. Ah, c'est bien, hein? On pourrait quitter maintenant. Écoutez, il n'y a rien de légaliste dans cette liste-là. Mais ça va changer une vie. Ça a changé notre façon de faire, là. Si vous êtes chez nous, présentement, puis tu es en train de me parler, puis le téléphone sonne, devinez ce qui va arriver. Moi, je vais ignorer le téléphone et je vais t'écouter parce que tu es important pour moi. OK? Mais auparavant, c'est pas comme ça que ça se passait, là. OK? Oh, t'as peu, là, je courais, je casse une jambe, là, en courant après le téléphone. Allô? Ah oui, c'est le Journal de Montréal, nous avons un spécial dans votre OK? On court après ce qui est urgent et on néglige ce qui est important. Et c'est ça qui arrive dans beaucoup de vies. Il faut donner notre temps et attention à ce qui est important et non pas à ce qui est nécessairement urgent. On appelle ça la tyrannie de l'urgent. Il faut changer les priorités puis dire ça, c'est ce qui est important maintenant. On a complètement changé ça. Il n'y a rien de légaliste là-dedans. Il y a des exceptions, OK? Mais laissez pas l'exception devenir la règle. Je comprends qu'il y a des exceptions. Les jeunes mamans, hein? Ouais, OK? Un enfant au sein puis un autre en chemin, là, OK? C'est une saison de la vie. Ça ne dure pas toujours, OK? C'est une saison de la vie. Moi, j'ai grandi au Manitoba avec des agriculteurs, OK? Avec des fermiers, là. La saison de semences puis la saison de récolte, là, les gars sont dans leur tracteur, là, des fois pendant 72 heures, là, sans dormir, là, OK? Parce que c'est le temps. Ça, c'est une exception. Une exception.
mais ne laissez pas l'exception devenir la règle. Les comptables, OK? Je ne sais pas s'il y a des comptables ici, là. Demandez un comptable au mois de mars, au mois d'avril, là, au temps des impôts, c'est quoi son nom? Il va dire... C'est même pas c'est quoi son nom. Et ça dure un mois. C'est pas toute l'année comme ça, là. Il faut essayer de régler ça et de vivre notre vie selon ces priorités-là. C'était un grand changement chez les Kramer et on remercie le Seigneur pour cet enseignement-là. Jusqu'à date, dans tous les couples, puis c'est plus qu'une centaine de couples qu'on a conseillés qui sont venus chez nous, s'asseoir sur notre divan pour dire « ça va super mal, on pense à se séparer », puis on leur montre ça, puis on dit « est-ce que vous vivez selon ces priorités? » Il n'y a pas une seule fois où le couple a dit « ben oui, on suit ça à la lettre, mais ça va mal dans notre couple. » Jamais! Jamais! Les deux vont ensemble. Quand nos priorités là, sont tout croche, la relation est souvent tout croche. Et c'est pour ça qu'on débute avec ça. On va terminer avec une petite illustration. C'est une photo que Cathy aime expliquer. Ça, c'est une tradition qu'ils font en croisière. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait une croisière? OK. C'est une tradition qu'ils font en croisière. C'est la pyramide des verres de champagne. Puis là, tu vois la pyramide, mais ils remplissent seulement le verre en haut. Et le verre en haut déborde jusqu'à remplir tous les autres verres. Ça a l'air qu'il y a un gros dégât là, puis il doit y avoir un flaque de champagne à terre. Si vous regardez juste ici à ce niveau-là, là, puis vous arrêtez vos yeux, là, vous direz, wow, en bas sur la table, il doit y avoir un dégât terrible, là. OK? Il n'y a pas une goutte là, qui tombe à terre, là. Ça se remplit tous les verres, là, puis en bas, c'est sec, 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 là. Ici, là. Okay? Moi, je trouve juste que c'est une belle illustration des priorités dans le sens que le seul verre en haut, c'est notre relation avec Dieu. Et quand on passe du temps avec le Seigneur, et ça déborde dans nos vies, ça déborde dans tous les autres domaines, dans le mariage, avec nos enfants, avec notre ministère, au travail, dans la famille. Ça déborde dans toutes les priorités. Moi, je me demande comment est-ce que ça fait dans un bateau pour les couples restent de l'une sur l'autre. On va aller faire un voyage. On veut voir ça, comment ça marche. Donc, ils disent une illustration ou une image vaut 1000 mots, mais 2 images vaut 2000 mots. Okay? Donc, on va terminer avec une petite illustration. On a besoin d'une bénévole là, pour nous aider. Là. Tu as été choisi pour être bénévole. Là. C'est ça la définition de bénévole. Là. OK? Comment tu t'appelles? Esther? On applaudit Esther. Super, je ne savais pas. OK? Esther, ça c'est ta vie. OK? Ça c'est notre vie à chacun de nous. OK? Ça représente notre vie. OK? Et les graines de riz ici, ça représente les 1001 choses que nous avons à accomplir dans une semaine. OK? Il faut amener les enfants à la garderie, il faut payer des factures, il faut couper des cheveux, répondre aux emails, toutes les choses là, que tout le monde a à faire. OK? Ta job, c'est de remplir ta vie avec les 1001 choses. Allez-y. OK? Jerry, peux-tu juste passer? Oui. Ensuite, les balles de golf, ici, Esther, ça représente les choses importantes dans ta vie, OK? Ça, c'est ta relation avec Dieu, ton mariage, les enfants mineurs, ton service pour le Seigneur. Ta job, Esther, c'est de les mettre dans ta vie, OK? Sans les écraser. Juste les placer sur le dessus. Il faut que tout ça fitte en dessous de là. Vas-y, là. Place ça gentiment. Oui. Ta relation avec Dieu. Ton mariage. Les enfants mineurs. Le service pour le Seigneur. Les femmes, oh, il commence à manquer de place, n'est-ce pas, Esther? Ça ne rentre pas là. Exactement. Mais regardons ça, Esther. Regardons ça, là. OK? Ce qu'on va faire maintenant, là, on va mettre ce qui est important dans notre vie en premier lieu. OK? Notre relation avec Dieu, notre mariage, nos enfants mineurs, notre service pour le Seigneur, la famille élargie et des amis,
et le travail. On place ça en priorité, puis ensuite, on place les choses urgentes, les 1001 choses urgentes. Et regardons ça par miracle. Si Esther le fait comme il faut, tout rentre dans notre vie. Il y a de la place pour tout quand on met ce qui est priorité en première place. Donc, on va prendre une pause maintenant, une pause de 17 minutes. On est plein de grâce. C'était supposé d'être 15 minutes, mais on vous donne 17 minutes, mais on vous demande d'être ponctuel, d'être de retour à 11h30 pour notre deuxième session et le dîner va être à 12h30. OK? Donc, on se lève et on prend de la...